Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du Japon durant l'ère Meiji, qui moins de 30 ans, de 1868 à 1912, s'ouvre vers l'Occident et entame une modernisation rapide, devenant rapidement une puissance de rang mondial. L'équilibre des forces en Extrême-Orient subit alors des changements radicaux. Pour la Chine, c'est les débuts d'une longue période de décadence et de déclin sous la dynastie Qing, tandis que le Japon émerge de son côté des 2 siècles d'isolement pour s'imposer comme la première puissance industrielle du continent asiatique. Parallèlement, sa puissance militaire s'affirme et le Japon entre en guerre contre la Russie et la Chine. Vous voulez en savoir plus sur le Japon dans l'ère moderne? Venez avec moi. Depuis l'expulsion des marchands et missionnaires portugais au XVIIe siècle, le Japon n'entretient que de timides relations avec le reste du monde, refusant les influences étrangères et le progrès technologique. Au milieu du XIXe siècle, le Japon est un État dont les structures politiques n'ont guère changé depuis le début du XVIIe siècle. S'il existe bien un monarque, l'empereur au statut divin, l'essentiel du pouvoir exécutif repose entre les mains du shogun. Le shogunat Tokugawa, qui est la résultante d'un processus d'unification du Japon au cours des grands affrontements féodaux du XVe et XVIe siècle, s'est maintenu notamment par sa capacité à assurer la paix civile au sein de l'archipel. Ayant domestiqué la classe guerrière des samouraïs et des grands féodaux, les daimyo, les shoguns, installés dans leur capitale d'Edo, la future Tokyo, vont présider à un développement culturel et commercial préfigurant une certaine modernité. Néanmoins, de peur des influences étrangères, ils ont aussi pratiqué une politique d'isolation internationale stricte. En 1853, puis en 1854, une flotte de navires de guerre américains, commandée par l'amiral Perry, contraint le Japon à sortir de son isolement à coups de canon. Le shogun, responsable politique et militaire, n'a d'autre choix que d'ouvrir 2 ports au commerce venant de l'étranger. Suivront plusieurs traités avec d'autres puissances occidentales. Pour le Japon, qui découvre son retard technologique et industriel, le choc est rude. Le pouvoir du shogun en sort ébranlé. Depuis des siècles, l'empereur faisant office de figure emblématique d'essence divine, le shogun exerce sur lui un pouvoir absolu. Une brève guerre civile, comme l'archipel les aimait tant, restitue à l'empereur toute son autorité. C'est la restauration Meiji en 1868 et le pays se dote d'institutions politiques et judiciaires à l'occidental, en rupture avec l'ancien système féodal. Meiji signifie plusieurs choses. Mot à mot, gouvernement éclairé. C'est d'abord une ère du calendrier japonais, choisie parmi un éventail de noms élaborés depuis des siècles à partir des classiques chinois. Le terme désigne le règne de l'empereur Muchohito, 1868-1912. Il évoque ensuite le coup d'État qui, après l'abdication formelle du dernier shogun en décembre 1867, rend le pouvoir à l'empereur le 3 janvier 1868. En ce sens, Meiji est une restauration. C'est enfin une séquence politique empreinte dans les années qui suivent de l'abolition des anciens statuts sociaux, de l'ouverture du pays aux influences étrangères et d'une modernisation accélérée de la société. En ce sens, Meiji qualifie un processus de réforme de fond, marquant une coupure révolutionnaire avec l'époque précédente. Plusieurs débats ont lieu au conseil privé, à l'occasion de réunions auxquelles assistait l'empereur Meiji, avant que la constitution de l'Empire du Japon soit promulguée le 11 février 1889. Elle avait ceci de remarquable car elle qualifiait le statut de l'empereur de sacré et inviolable, et lui conférait un pouvoir absolu et divin, chose qu'il conserve jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où Hirohito perd son statut divin. Il associe dans sa personne la souveraineté, le commandement suprême des armées et de la marine, et le pouvoir de nommer et révoquer le cabinet. Dans le même temps, les citoyens se voyaient accorder un large éventail de droits, dont la liberté de religion, d'occupation et de parole dans les limites de la Constitution. Le Japon entame alors à marche forcée sa modernisation, exploitant les découvertes et techniques industrielles occidentales. La première ligne de chemin de fer est ouverte en 1872, et parallèlement, le Japon constitue une armée et une marine des plus modernes. Cette évolution rapide est vite limitée par la faiblesse des ressources en matières premières de l'archipel, qui conduit le Japon sur la voie de l'impérialisme en quête de ressources pouvant assurer son développement.
Désireux de se lancer dans une entreprise impériale en Asie de l'Est, l'empereur Muchohito étend son territoire sur les archipels environnants. Puis après s'être emparé des îles Kuril et Ryukyu, le Japon entre en guerre contre la Chine en 1894 afin de soutenir la volonté d'indépendance de la Corée. La flotte chinoise est mise en déroute lors de la bataille de la mer Jaune grâce à une armée efficace et modernisée. Le Japon s'empare de l'île de Taïwan et s'assure du contrôle de la Corée jusqu'à son annexion pure et simple en 1910. La péninsule représentant un point d'entrée stratégique sur le continent asiatique. La première puissance européenne à se sentir menacée par ce début d'expansion japonais est tout naturellement la Russie, qui conteste la mainmise sur la Corée et les visées japonaises sur la riche province de Mandchourie. En 1904 et 1905, le conflit éclate sur mer. La flotte russe du Pacifique est taillée en pièces lors de l'attaque surprise de Port Arthur. L'état-major du tsar Nicolas II choisit de reconquérir le port par voie maritime en envoyant la flotte de la Baltique via le cap de Bonne-Espérance. La victoire éclatante du Japon à la bataille de Tsushima s'accompagne de la destruction complète de la flotte impériale russe en mai 1905, après une embuscade de la marine japonaise. Le Japon, qui était encore au Moyen-Âge 50 ans plus tôt, s'impose sur la scène internationale. Ce faisant, le Japon devient pour ses voisins asiatiques une menace doublée d'un modèle, la preuve qu'il est possible de résister à l'hégémonie occidentale, mais en même temps, le risque d'une nouvelle domination. Un processus qui culminera durant la Deuxième Guerre mondiale avec la sphère de la Grande Asie orientale. Souffrant de diabète, de néphrite et de gastro-entérite, l'empereur Meiji meurt le 30 juillet 1912 à l'âge de 59 ans, marquant ainsi la fin d'un règne de plus de 45 ans. Bien que l'annonce officielle mentionne qu'il soit mort à minuit 42 le 30 juillet, le décès est en réalité survenu le 29 juillet vers 10h40 du soir. Le fils de l'empereur, Yuchohito, lui succède alors sur le trône et devient le 123e empereur japonais à l'âge de 33 ans. En 1912, le Japon était passé par une révolution politique, économique et sociale, était devenu l'une des grandes puissances du monde. Le New York Times a résumé cette transformation lors des funérailles de Meiji, le 13 septembre en suivant comme suit. Le contraste entre ce qui a précédé la voiture funéraire et ce qui l'a suivi était vraiment frappant. Comme on l'a vu, l'entrée sur la scène internationale en 1858, qui se fait de façon brutale, permet au Japon de l'ère Meiji de s'imposer au tournant du siècle comme une véritable puissance, capable de rivaliser avec les puissances occidentales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.